Bon lundi matin tout le monde. Ça, moi je parle au nom de notre équipe en devenir au CREMIS, donc qu'on appelle Épistémé, qui travaille autour des inégalités épistémiques et des recherches participatives. Fait que, il y a derrière moi bien d'autres mondes qui sont tous écrits dans le cahier, donc je les nommerai pas, là, mais je parle comme en notre nom. Puis c'est ça, en partant, ce que je vais faire dans ma présentation, je vais vous présenter le concept des inégalités épistémiques. Après ça, comment il a été développé, surtout autour de Miranda Fricker, de ses travaux. Je vais vous dire comment ça s'applique dans le monde de la santé et des services sociaux. Il y a déjà beaucoup de travaux de recherche là-dessus. Je vais vous donner des exemples. Après ça, je vais vous parler de notre problématique plus précise, de comment est-ce qu'on croit ça avec la recherche participative. Et puis, je vais finir en vous parlant des retombées potentielles, parce que c'est un projet en devenir. On essaie de financer, de structurer notre équipe. Donc, c'est plus un projet, un idéal que quelque chose de concret encore. Donc, voilà. Yeah. Donc, les inégalités épistémiques, je commence avec notre grosse définition, puis on va rentrer dedans tranquillement. C'est les différences quant à la capacité d'individus ou de groupes de dire ce qu'elles vivent, de témoigner de leur vécu et d'être considérés comme des sujets fiables et compétents en matière de transmission de l'information et des connaissances en fonction de leur appartenance ou association à un groupe social et de la place de ce groupe dans la hiérarchie de la crédibilité et des savoirs légitimes. Donc, ici, ce qu'on fait avec cette définition-là, c'est que on problématise même les facteurs sociaux qui interfèrent dans la production, reproduction et la transmission des connaissances. Donc, pour y aller comme ça, on pourrait dire c'est pas parce qu'il y a des participants, des usagers qui sont présents que leur connaissance, leur point de vue va être nécessairement prise en compte. Donc, participation égale pas nécessairement une prise part ou, c'est ça, la personne ne va pas prendre part parce qu'elle participe nécessairement. Donc, on s'appuie sur Miranda Fricker qui a publié en 2007 le Epistemic Injustice. Et puis, Fricker est de la philosophie et surtout de l'éthique. Puis elle parle d'injustice épistémique, donc des injustices relatives aux connaissances. Puis déjà dans nos séminaires, on approche à notre 8e séminaire de travail. C'est toujours gênant parce qu'au CREMIS, on a l'habitude de travailler en pluralité de points de vue. Là, quand on parle d'inégalité épistémique, d'injustice épistémique, c'est tout de suite gênant parce qu'on en reproduit une. On veut valoriser les connaissances qui sont hors du monde universitaire, mais en les soutenant avec un concept critique qui est très universitaire et jargonneux, qui est les inégalités ou injustices épistémiques. Donc, c'est toujours gênant, puis on nage en plein paradoxe ici, là, mais tu sais, on n'en est pas un paradoxe près, mais pour m'en dédouaner, je commence toujours toute intervention en disant ça, puis en même temps, ça participe de cette définition, on pourrait dire. Donc, injustice épistémique, pour Miranda Fricker, elle en distingue deux. Il y a celles qui sont de témoignage, et puis celles qui sont des injustices herméneutiques. Puis, de témoignage, c'est qu'une personne, de son statut, de comment est-ce qu'elle est perçue, elle va être jugée comme étant moins crédible, puis son discours va être moins retenu. Et puis, les injustices herméneutiques, qui, elles, sont très intéressantes de mon point de vue, c'est les injustices qui sont relatives à la capacité d'expression et de reconnaissance d'un point de vue d'un groupe donné. Donc, puis c'est des connaissances qui sont dans leur intérêt de faire connaître. Puis, elle donne, puis qui mettrait en lumière, évidemment, les rapports de pouvoir, les rapports de pression, les rapports de marginalisation, bref, ce qu'elles subissent comme réalité qui leur font, qui les briment et puis qui les réduisent. Puis elle donne comme exemple, qui est un super bel exemple, qui est l'invention, la création du terme harcèlement sexuel par les féministes aux États-Unis dans les années 70. Puis elle raconte qu'avant l'invention de ce terme-là, les comportements qu'on appelait là, aujourd'hui du harcèlement sexuel, puis c'est pas parce que le terme existe que la question est réglée non plus, mais c'était nommé comme plutôt C'était nommé surtout comme des rapprochements, des blagues entre collègues, des rapports amicaux. Puis les femmes le vivaient de manière troublée de c'est quoi ça que je vis, puis elles n'avaient pas des leviers de pouvoir, c'était pas reconnu non plus juridiquement par le milieu de travail pour le dénoncer puis le faire reconnaître. Donc à partir du moment où le terme existe, la connaissance, bref, de ce que c'est, mais les femmes ont accédé à une plus grande prise de pouvoir sur elles-mêmes, sur leur situation de vie et sur leur rapport avec leurs collègues.
Donc, puis tu sais, on connaît entre autres le victim blaming aussi, là, le blâme des victimes, de ben voyons, t'es donc bien farouche, prends pas ça de même, fait que, où l'agresseur va nier qu'il y a agression en banalisant l'agression même et puis en culpabilisant la victime de se comporter comme une victime. Donc on nage ici dans vraiment l'interprétation du moment, de la connaissance plutôt. C'est vraiment sur la connaissance comme facteur important des inégalités sociales. Donc, un petit graphique qui vaut ce qu'il vaut, là, mais c'est d'intégrer comme facteur important des inégalités, des rapports de pouvoir, des injustices, les inégalités épistémiques. Donc, on pourrait en rajouter d'autres, là, mais je voulais juste vous mettre ça comme ça. Donc, il y a une inégalité épistémique qu'on rajoute à une inégalité sociale et à une inégalité économique, et tout ça se renforce, là, puis on sait que l'homme blanc en cravate qui paraît bien piqué dans son char de prestige, ben, a plus de chances d'être connu, d'être reconnu crédible et autres. Donc, c'est ça pour le... Ouais, puis, dans les raisons, les causes, bien évidemment, il y a des cadres interprétatifs dominants. Donc, on peut parler ici de colonialisme, de sexisme. Il y a... qui vont parler d'inégalité biologique, mais aussi, puis là, c'est là qu'on rentre plus dans le champ de la santé, des services sociaux, par manque de temps, tout simplement. Donc, juste parce que le médecin n'a pas grand temps, puis il n'a pas le temps d'écouter, de prendre le temps avec la personne, qui n'a pas la capacité de bien verbaliser son problème dans le format, dans le cadre attendu par la médecine, par exemple. Donc, puis il y a plusieurs, puis un des éléments dont je voulais parler en santé et services sociaux, ce qui va se passer, c'est, ça a été documenté par Scruton, Godry, Baptiste avec qui on travaille, Sanati, Kiratsus, où il y a l'attribution, en fait, la personne malade ou qui présente un symptôme va être vue à travers exclusivement son symptôme. Donc, comme si tous ses comportements, ses attitudes, ses pensées étaient toujours l'expression de son symptôme. Donc, elle est tout de suite discréditée à travers ce qu'elle vit, ce qu'elle ressent. Puis, un exemple que je voulais vous donner, c'est dans mon emploi au groupe de recherche et de formation sur la pauvreté, on a participé à une consultation, puis auprès des familles défavorisées, puis on a parlé avec un groupe de jeunes mères dans Hochelaga Maisonneuve, puis donc jeunes mères pauvres, monoparentales, c'est un des groupes les plus ciblés et appauvris et stigmatisés. Puis elle racontait qu'un jour, il y a une nutritionniste qui était venue la visiter chez elle, et puis la nutritionniste avait dit que ces verres qu'elle utilisait pour ses enfants n'étaient pas assez grands, parce qu'ils ne pouvaient pas contenir la portion adéquate requise pour qu'elle ait sa portion de lait ou de jus. Mais tout de suite, dans l'accusation et le reproche, elle n'a même pas eu la chance de dire « j'y en donne 2 des verres, ou elle en a plusieurs », ou c'était tout de suite dans le discrédit. Puis elle racontait cet événement-là en larmes, et puis c'est vraiment un événement traumatique qui était chez elle en plus, elle a reçu la nutritionniste chez elle. Donc vous voyez comment, puis là on peut se douter, elle vit aussi constamment dans le devoir de se défendre, de se justifier. Donc, on nage là-dedans. Puis, oui, j'en arrivais aux conséquences. Ici, comme conséquence, puis on pourrait dire que la conclusion, c'est que ça nuit à l'adhésion thérapeutique, à la participation même des usagers, des patients, des individus, à l'amélioration de leur santé, de leur bien-être, par des engagements, en sachant que, comme leur connaissance, leur point de vue n'est pas prise en compte, qu'ils ne sont pas valorisés en tant qu'individus, ils font juste se désengager, ils n'essayent plus puis ils vont développer une perspective plus morbide par rapport à eux-mêmes, puis ils vont se fermer, une attitude de repli. Donc, c'est à prendre vraiment au sérieux ici. Donc, tout ça, on a des engagements, puis voilà. Puis après ça, on peut s'attendre à un cercle vicieux quand même d'un renforcement de la marginalisation par auto-marginalisation. Donc, des publics plus éloignés qui, à force d'être exclus, en finissent par s'auto-exclure, puis c'est très bien.
Puis, une fois que ce processus-là est engrangé, ça devient assez difficile de développer justement une perspective démocratique, pluraliste, où on veut avoir tous les points de vue, parce qu'il y a des points de vue qui, à force d'être marginalisés, ben, vont s'auto-marginaliser. Donc, c'est un facteur vraiment sensible et à prendre en compte. Donc, c'est pour ça qu'on croit que c'est un objet d'étude très intéressant à développer. Puis, ça vient surtout, le monde anglophone est en avance là-dessus. Donc, on importe, si on peut dire, les concepts, la critique dans le monde francophone, puis on l'applique au champ des services sociaux. Puis, surtout, aux recherches participatives, c'est l'idée, puis on pense l'originalité de notre équipe qu'on veut créer, c'est que on amalgame ça avec les recherches participatives pour dire que on veut adresser aussi le problème des méthodes, des régimes épistémologiques qui produisent des connaissances pour faire en sorte d'adresser les deux questions. Puis, ultimement, l'idéal, la prétention, si on peut dire, c'est d'être capable, à travers les recherches participatives qu'on va mener, de lutter sur les deux fronts des inégalités épistémiques, donc qui sont ceux de Fricker, je vous présentais tantôt, donc de permettre à des publics marginalisés d'être plus reconnus. Puis, ça, c'est un travail de longue haleine, puis on le voit en santé-services sociaux, là, tout le travail de désignation des publics cibles, entre autres, je pense, très près de moi, c'est les personnes en situation de pauvreté ou les personnes assistées sociales qui autrefois ont été les BS ou les assistés sociaux. Donc, il y a tout un gros travail de reconnaissance même des personnes, des locuteurs. Puis aussi, tout le travail de lutte aux injustices et aux inégalités plus herméneutiques, donc de reconnaissance et d'inclusion de leur vision du monde, de leurs oppressions. Puis quand on parle du système de santé et de services sociaux, ben, ils sont au centre d'eux, ils sont au cœur d'eux, c'est pour leur bien-être et pas dans la reproduction des pouvoirs professionnels et puis des carcans, des convictions professionnelles. Donc là, ici, on rentre en belle tension de pouvoir entre justement les différentes connaissances et les points de vue. Donc c'est notre prétention. Puis ce qui est super intéressant en amenant la problématique des inégalités épistémiques dans le champ des recherches participatives, c'est si vous êtes familier avec le champ, il y a un certain angélisme dans les recherches participatives où quand il y a participation, comme je disais tantôt, ben la job est faite, ils sont là et puis voilà. Mais avec la lunette inégalité épistémique, ben on peut avoir des critiques comme le tokenisme, par exemple, où là, on va savoir qu'une personne est là juste pour servir de caution morale au groupe, pour valider que le groupe a le droit de parler en son nom, alors que c'est pas son point de vue qui est exprimé. Puis, donc, là, on complexifie davantage le phénomène des processus participatifs. Ouais. Puis, on a développé un guide d'auto-évaluation des démarches participatives à la lumière justement des inégalités épistémiques. On a fait ça en croisant les différents objets ou problèmes qu'on a relevés au fil de nos séminaires. Puis ça a été bonifié aussi lors du colloque de Namur sur les inégalités épistémiques que Baptiste Gaudry organisait. Puis c'est en version libre, donc si jamais vous le voulez, écrivez-nous et on va vous l'envoyer. Il faut juste nous citer, s'il vous plaît. Puis je voulais juste vous montrer, il y a plusieurs sections, ça fait 5-6 pages, mais comment est-ce qu'on peut aborder la question de la problématique et de la problématisation avec notre lunette. Donc évidemment, il y a les personnes à l'origine du projet, mais surtout tout le bout de c'est qui a fait la problématique, c'est qui l'a construit, c'est quoi l'histoire de cette problématique-là, dans quels intérêts, ou c'est quoi les intérêts en cause dans la problématisation aussi. Puis aussi, il y a toute la question je réfère à cette question-là aussi, le statut donné aux interprétations. Est-ce que il y a la science qui est conçue comme un système qui a le dernier mot, qui se veut absolu sur les autres savoirs, et les autres connaissances seraient plutôt des interprétations subjectives de deuxième ordre. Donc, là, il y a tout aussi l'analyse à rentrer entre les différents
types de connaissances, puis là, une typologie qui reste à construire, mais qui demeure aussi intéressante à avoir comme lunettes. Donc, puis là, il y a les finalités du projet, etc., la question des rapports de pouvoir ou des inégalités aussi dans la problématique même. Donc, ça nous invite à problématiser encore plus notre manière de faire de la recherche ou de produire des connaissances. Donc, voilà pour ça. Puis, déjà, on a relevé des enjeux dans nos séminaires. Il y en a une, par exemple, c'est Lucie Gélineau, si vous la connaissez, à l'UQAR, qui, elle agit beaucoup comme, elle se définit comme un guide méthodologique où elle va venir en appui à des communautés pour qu'elles puissent mener leur propre recherche. Mais elle se demande si, en faisant ça, si elle ne participe pas à justement la décrédibilisation des savoirs populaires ou de leur propre groupe, en devant absolument passer par la science pour faire reconnaître leurs connaissances. Donc là, ici, on se retrouve comme dans une logique de couteau à deux tranchants où on ne sait pas trop si, en voulant justement mettre en lumière certaines connaissances à travers la science, mais si on ne participe pas justement à leur décrédibilisation, comme si sans la science, ces connaissances-là n'avaient pas de valeur en elles-mêmes et puis que toutes les connaissances devaient finalement être reconnues par le champ de la science. Fait que c'est des questions avec lesquelles on apprend à composer de plus en plus, puis c'est des enjeux que ça soulève. Donc, voilà. Puis, on a mené certains séminaires, puis dans nos séminaires, on s'est donné des petites bases méthodologiques, comme entre autres, on insiste pour qu'il y ait une pluralité de personnes. Et puis quand il y a trop d'universitaires qui s'inscrivent, c'est moi qui est aux inscriptions, mais je bloque les universitaires pour favoriser la participation du monde du communautaire, travailleurs, travailleuses, puis personnes impliquées, par exemple, pour s'assurer qu'il n'y ait pas juste une personne en situation de pauvreté. Puis ça a été nommé dans nos séminaires c'est le fun, il y en a d'autres qui parlent comme moi, qui peuvent s'appuyer sur les points de vue, puis la manière aussi de participer des autres. Donc, ils se sentent plus à leur place. Puis évidemment, ça se construit dans le temps. Il y a le CREMIS qui, si vous ne connaissez pas, c'est le Centre de recherche de Montréal sur les inégalités sociales et les discriminations et les pratiques alternatives de citoyenneté. Là, c'est tellement long, mais qui a sa culture, puis qui a une réputation aussi d'établi. Fait que ça participe du climat qu'on construit. Donc, voilà. Fait qu'on essaie aussi dans nos séminaires de prendre ça en compte, avec évidemment des écueils, puis on n'y échappe pas. Mais bon, c'est... Puis dans les... je pensais pas que ça allait sortir aussi fort. Dans les retombées potentielles, ou ce qu'on entrevoit, puis là, il y en a ce qu'ils appellent la vigilance épistémique ou la vigilance testimoniale. C'est de donner raison, d'avoir un bénéfice du doute aux personnes avant de les lire à travers leurs symptômes. Là, je vous ai mis une parole de Kurt Cobain qui dit c'est pas parce que tu es paranoïaque que ça veut pas dire qu'ils sont après toi. Donc, je sais pas si c'est une bonne phrase à dire à un paranoïaque, mais c'est justement une phrase qui donne le bénéfice du doute aux paranoïaques pour dire d'abord allons voir ce dont tu parles avant de tout de suite attribuer aux symptômes. Donc c'est ça dont on parle comme retombée pour déconstruire les préjugés puis les raccourcis professionnels ou intellectuels qui sont faits par les professionnels pour pas reproduire, puis malgré nous, à notre égard, les inégalités épistémiques. Puis c'est là que, encore là, c'est un sujet abordé avec beaucoup de nuances et de précision, parce que autant on va parler de rapports de pouvoir, donc il y a dans des cas où ils veulent être maintenus, ces rapports de pouvoir-là, mais volontairement, mais dans d'autres cas, ils sont reproduits de manière très inconsciente, involontaire, et puis c'est aussi à des professionnels de bonne conscience à qui on peut s'adresser pour déconstruire les préjugés comme ça. Donc, ça, aussi dans les retombées, ce qu'il y a de super intéressant, c'est notre prochain séminaire. On a invité Stella Lamy-Mémy, un groupe de défense des droits des travailleuses du sexe à Montréal, et puis une chercheure au regroupement des centres amitié autochtones du Québec pour nous parler de leur stratégie de résistance, puis pour créer des rapports des relations symétriques avec les chercheurs. Donc, comment est-ce qu'ils se protègent des chercheurs? Puis comme retombée, ici, ce qu'on voit, c'est
avec un niveau d'abstraction qui est les inégalités épistémiques, ce que ça permet de faire, c'est justement de remettre en commun puis de collectiviser l'expérience de groupes marginalisés qu'on peut avoir en commun de manière intuitive, des travailleurs du sexe autochtone, qu'est-ce qu'ils vivent ensemble. Donc là, on les met ensemble puis ils parlent d'expériences semblables, puis on peut aussi raccrocher ça à l'expérience des femmes, l'expérience des peuples colonisés. Donc, puis ultimement, on espère que ça va participer d'une vision plus holistique du système de santé et des services sociaux. Donc voilà, j'arrête là, à ma fatigue. Merci.